Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha Toldot pour Torah Box. Fidel Castro est mort. De nombreux soutiens étrangers contre les incendies en Israël. Nico Rosberg, nouveau champion du monde de Formule 1. Pour ces news de cette semaine, une petite aparté pour expliquer un peu que notre paracha Toldot, c'est la naissance, l'organisation du monde tel qu'il s'entend, à savoir la recherche matérielle d'un côté et la recherche spirituelle de l'autre. Et en fait, ce qui était prévu à la base, donc dans la paracha, on explique comment les souffrances de la grossesse de Rivka, d'accord, qui a des jumeaux qui s'affrontent dans son ventre, l'un pour foncer vers les temples d'idolâtrie et l'autre pour qui fonce vers les centres d'études. Alors, au point qu'elle a un mot extrêmement difficile, puisqu'elle dit si c'est ça, si c'est tant de douleur et tant de souffrance, alors heureusement que ne porte pas les 12 tribus. Et le Midrash explique que cette phrase-là lui a fait perdre les 12 tribus, le mérite des 12 tribus. Alors il faut savoir un peu comment le monde devait être organisé. Initialement, Yaakov devait s'occuper de la partie spirituelle et Esav devait s'occuper de la partie matérielle. Yaakov devait faire 6 tribus, Esav devait apporter également 6 tribus. Et ce qui s'est passé, c'est que Rivka et Yaakov, voyant que finalement le programme n'était pas tenable, eh bien, ils ont quelque part, ils se sont subtilisés à Esav et lui ont récupéré son rôle. C'est pour ça qu'Yaakov, il a récupéré le mazal d'Esav, parce que la femme d'Esav. Il s'est battu, il a gagné contre l'ange d'Esav, ce qu'on verra la semaine prochaine. Et finalement, il a récupéré son projet de vie, à savoir élever la matière pour arriver à quelque chose de spirituel. Et donc, si bien que Yaakov a eu le mérite d'avoir ses 12 enfants et d'avoir la mission, de récupérer la mission d'Esav. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ça, il faut savoir qui était Esav. Esav, c'est celui qui flattait son père. Et on peut dire qu'avec la mort de Fidel Castro cette semaine, c'est un très bon modèle du Esav cubain qui est parti cette semaine. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la révolution cubaine, alors, tout le monde connaît le nom de Fidel Castro, moins connaissent son parcours. Donc Fidel Castro, c'est un avocat qui avait peu ou prou toujours des rêves de grandeur, qui à un moment est parti aux États-Unis, qui s'est très bien plu là-bas, qui voulait y rester, et ça n'a pas marché. À chaque fois qu'il a fait des affaires, il a été bloqué par le pouvoir cubain en place avec le dictateur Batista. Et finalement, il est revenu. Donc il avait toujours un passé un peu spécial, puisque alors même qu'il était très appauvri aux États-Unis, puisque son père qui continuait à l'alimenter, à le financer, lui et sa première femme, eh bien, il a dépensé une très forte somme pour acheter aux enchères les mémoires de Mussolini et les plus grands discours de Mussolini. Donc un personnage très particulier qui a mené la révolution cubaine de l'anti-impérialisme. Alors la force de son discours, c'est de dire il faut que Cuba soit fort, soit indépendant, se libère des Yankees américains et crée un modèle cubain en exploitant son pétrole, en exploitant ses matières premières. Et en 1959, il a fait une partie de sa route avec un certain Ernesto Guevara, alias le Che Guevara, dont pour ceux qui cherchent un peu, ils trouveront une filiation, ou en tout cas des présupposés très forts de filiation entre le Che Guevara et Ariel Sharon. Voilà, je laisse à chacun le loisir de faire cette recherche. Et le Che Guevara, après 2 ans, il a lancé lui la révolution bolivienne, et en fait il a dit voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec Fidel Castro, parce qu'il est trop englué dans la matière et trop englué avec la jante féminine. Parce que un des surnoms de Fidel Castro, c'était l'homme aux 35 000 femmes. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? On voit comment Esav, il est revenu d'une bagarre, d'une guerre, de viol en série qu'il a effectué ce jour-là, et il est revenu épuisé. Et on connaît tous l'histoire de la transaction
entre Yaakov et Esav sur le droit d'aînesse. Et quelque part, donc, ce sacrifice, l'idée que Esav, pour un plat de lentilles, il y en a qui disent que c'est le Midrash dit que c'était un plat de lentilles, mais c'était aussi beaucoup d'or. Il y a un autre avis qui dit que c'était à Adom Azé, ce rouge, c'était un bon verre de vin rouge et un plat de lentilles rouges. En tout cas, il a bradé son droit d'aînesse en disant que, de toute façon, le vrai monde, c'est ici. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse, c'est-à-dire avec l'obligation qui lui incombe, une fois qu'il y aura le temple, de servir, puisque c'était les premiers-nés à l'époque et non pas les Kohanim. Eh bien, toutes ces règles, tous ces dangers, puisque à chaque fois, potentiellement, on était mis à mort si on faisait mal, et ça va rejeter ce monde-là. Maintenant, quelque part, la force de Fidel Castro, c'était de jouer sur le registre socialisant, etc. Mais bon, parallèlement à ça, c'était un dictateur extrêmement sanguinaire. C'est quelques centaines de milliers de morts. Et Donald Trump, qui a toujours son bon mot et son franc-parler habituel, qui a juste honoré la mort et non pas la mémoire, la mort du dictateur cubain et qui espère enfin que le peuple cubain va pouvoir s'en sortir librement. On leur souhaite aussi. Donc après Fidel Castro et ses discours très très violents contre Israël, contre l'impérialisme sioniste, eh bien, on va reprendre maintenant l'idée du fruit et de l'écorce. Le Meshech Chochma, il explique que la naissance dans la même poche de Yaakov et d'Esav, en réalité, c'est exactement la même représentation que le fruit et son écorce. En fait, Yaakov, le peuple juif, ce serait le fruit, et les Esav, et plus largement les Goïm, ce serait l'écorce. En fait, ce qui explique le Meshech Chochma, c'est que l'écorce a un rôle extrêmement dual. Soit il a un rôle de protecteur du fruit, et c'est ce qui permet de bien se développer, etc. Ou soit au contraire, l'écorce fait pourrir le fruit. L'écorce qui reste trop longtemps, etc. fait pourrir littéralement le fruit. Eh bien, c'est ça toute la difficulté du rapport aux nations, puisqu'il faut en permanence être nous-mêmes pour être valorisés. Alors, les sages ont l'habitude de parler et d'expliquer qu'avec les goïms, si on leur fait Havdalah, ils nous font Kiddush. C'est-à-dire que si vraiment, véritablement, les Havdil, Havdalah, ça veut dire séparer. C'est pour ça qu'on fait la Havdalah à la fin du Shabbat, pour séparer le profane du sacré. Et en fait, si on fait Havdalah, c'est-à-dire que si on est clair dans ce qu'on est, d'accord, on n'a aucun problème, pas de problème de kippa, pas de problème de perruque, pas de problème de cache-route, c'est clair dans notre tête, pas en train d'essayer de marchander le vendredi après-midi, eh bien à ce moment-là, les goïms nous feront Kiddush. Par contre, en revanche, si on est plus limite et qu'on commence à faire Kiddush avec les goïms, à s'oublier, eh ben eux-mêmes ils vont nous faire Havdalah, c'est-à-dire qu'ils vont nous séparer de nos valeurs, ils vont nous séparer de notre peuple. Eh bien, c'est très beau de voir ce qui s'est passé, très triste, mais à la fois beau de voir comment Hachem fait les choses. Il y a eu, vous le savez tous, la nouvelle intifada des Palestiniens, à savoir l'intifada des incendies. S'il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est d'avoir de l'imagination et de ne pas avoir de limite dans l'horreur, puisque leur but c'était de brûler un maximum de gens vifs. Et fondamentalement, avec la communication qu'il y a eu autour, il y a eu des dizaines de feux qui ont été allumés. Alors, on parle pour l'instant d'une dizaine de feux véritablement validés comme terroristes, mais a priori là, les enquêtes avancent et il y en aura plus. Mais en tout cas, une chose est belle, c'est justement que face à ce tonnerre de feu, donc évidemment, les Américains ont réagi avec un gros porteur, un super tanker, qu'Israël d'ailleurs ferait bien d'acheter une fois pour toutes. Et derrière, c'est l'Égypte qui a porté main forte, c'est la Turquie d'Erdogan qui a porté main forte, c'est la Jordanie qui a envoyé des hommes, c'est Mahmoud Abbas qui a envoyé des camions de pompiers, 8 camions de pompiers, chacun à sa mesure, c'est l'Azerbaïdjan, et j'en passe, presque une vingtaine de pays qui ont offert leur service à Israël, corrélant bien l'idée du Meshech Chochma, à savoir que Esav, c'est aussi l'écorce du fruit. C'est l'idée que Akadosh Baruch Hu, quand on est méritant, quand on est fiable, quand on est serein, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les goïms nous aident et nous aident à avancer, à nous développer. Et là, c'était vraiment patent cette semaine et il fallait le noter.
Pour finir ce journal, avec une page sport, Nico Rosberg, pour les fans de sport automobile, pas besoin de faire la présentation, et pour les autres, c'est le nouveau champion du monde allemand de Formule 1. Formule 1, c'est le sport automobile le plus rapide du monde, avec la particularité, à savoir que ce Nico Rosberg, c'est le fils de Keke Rosberg. Alors, Keke Rosberg, c'est l'ancien champion du monde de 1982, qui était lui-même finlandais, et qui s'est marié avec une Allemande. Et Nico Rosberg, dans la foulée de Michael Schumacher, qui malheureusement aujourd'hui n'a plus une grande foulée, puisqu'il est dans le coma depuis presque 3 ans. Et donc il a pris la nationalité allemande. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette notion de Sroutavot. Évidemment, tous les journaux, l'équipe en tête, ont commencé à analyser les liens entre les fils champions et les pères champions. D'accord ? Comme l'idée qu'il y aura un Sroutavot. Alors on retrouve ça très fort dans la paracha de la semaine. Sur la paracha de la semaine, on voit que Yitzhak et Rivka n'arrivent pas à avoir d'enfants et qu'ils vont prier chacun pour qu'elle soit enfin, qu'elle tombe enfin enceinte. Et on explique là-bas que la tfila d'Yitzhak, qui est dans un coin de la pièce, est écoutée, puisqu'elle est tzadik ben tzadik, alors que la tfila de Rivka est écoutée en second, puisqu'elle est tzadik ben Racha. Donc en fait, elle a des ancêtres bien moins illustres que ceux d'Yitzhak. Alors, se pose la question de la notion de Sroutavot. C'est quoi le Sroutavot ? C'est-à-dire le mérite des pères, qui fait qu'on serait plus exaucé, ou qui fait qu'on est plus enclin à s'illustrer dans les mêmes catégories, par les mêmes types d'actions que ses parents. Eh bien, c'est le mérite des pères. Le mérite des pères, c'est fondamentalement, alors, l'idée que s'ils sont décédés, c'est le fait qu'ils prient pour nous, c'est ça le premier sens, mais le sens fort de Sroutavot, c'est l'idée que les pères savent comment orienter, comment aiguiller leurs enfants pour qu'ils atteignent le maximum de leur potentiel. Et ça, c'est un srout, c'est un mérite extraordinaire, puisque par là, l'enfant va vivre beaucoup plus d'années, puisqu'il va récupérer son travail personnel, mais en plus, il va profiter d'un équilibre familial, et il va profiter du travail personnel fait par ses parents, qui vont eux-mêmes réfléchir à comment travailler plus vite sa colère, travailler plus vite sa timidité, etc. etc. Et c'est pas pour rien que, fondamentalement, on retrouve souvent des champions qui sont champions. Et chez nous, les Juifs, on retrouve très très souvent des tzadikim ben tzadikim, c'est-à-dire des champions de midot, des champions de traits de caractère qui fabriquent eux-mêmes des champions en traits de caractère. Et c'est tout ce que nous souhaitons à chacun, d'exploiter au maximum les choses positives reçues de ses parents et de les transmettre également au maximum à ses enfants. Une très bonne semaine.